C'est un véritable bonheur pour nous de vous retrouver dans l'Afrique en mouvement, l'émission qui propose une synthèse des reportages sur les acteurs et initiatives favorisant l'innovation et la transformation des pays africains. Dans la première partie, dénommée Le Point de l'actu, on reviendra sur les principales informations qui ont marqué la semaine et dans le best-of, la seconde étape de ce rendez-vous, nous passerons en revue les différents extraits de nos différentes émissions. Rendons-nous tout de suite en Éthiopie pour démarrer. C'est après examen de 300 candidatures que le comité Nobel norvégien a rendu son verdict. L'actuel Premier ministre éthiopien décroche donc le prix Nobel de la paix. Abiy Ahmed Ali est distingué pour ses efforts de paix dans la région. Retour sur cette distinction avec Souel Jalil. To Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace. Abiy Ahmed est récompensé pour ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale, en particulier pour son initiative déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec l'Érythrée. De son côté, l'Éthiopie a réagi et a dit être fière en tant que pays de cette récompense. Issu des communautés Oromo et Amhara, Abiy Ahmed s'est illustré lors du processus de paix avec le dirigeant érythrien Isaïs Afewerki, qui a débouché sur la fin de la guerre entre les deux pays en juillet 2018. Il a également tendu la main à l'Égypte lors du conflit sur le barrage Renaissance sur le Nil. Abiy Ahmed Ali a aussi œuvré pour le rapprochement entre l'église orthodoxe éthiopienne et les communautés chrétiennes de la diaspora, ainsi que pour la paix avec la rébellion du Front de libération Oromo dans le pays. Au Maroc, le groupe OCP a procédé à Sidi Kassem au lancement de son nouveau programme de semi-direct. C'est dans le cadre des efforts déployés par le groupe pour contribuer à la promotion des mesures d'adaptation de l'agriculture marocaine au changement climatique via un développement agricole durable. Le point avec Ala Benani. Lancé le 10 septembre 2019, Al-Moutmir itinérant vient appuyer la campagne agricole 2019-2020 à travers un accompagnement diversifié et des actions ciblées pour 10 000 agriculteurs dans 180 localités réparties à travers 28 provinces au Maroc. Si on compare les mécanismes d'hier avec ceux de cette initiative, ces derniers sont éco-responsables car si la pluie ne tombe pas beaucoup, le blé sera de bonne qualité et s'il y a beaucoup d'intempéries, cela n'affectera pas la moisson et gardera le sol protégé et coûtera moins cher et restera dans l'ensemble très écologique. Ici, dans le Rarb, nous sommes arrivés à 92 quintaux et c'est un chiffre record au Maroc. En plus d'aider les agriculteurs et d'introduire des techniques agricoles modernes, le programme Moutmir du semi-direct utilise des semoirs adaptés avec zéro labour et protège les sols contre l'érosion directe de l'eau et du vent grâce à une couverture protectrice de résidus. Toujours au Maroc, des acteurs de l'écosystème énergétique du royaume et d'ailleurs se sont réunis à Rabat. Objectif, examiner la possibilité de promouvoir l'hydrogène solaire dans le royaume. Souel Jalil. Le Maroc a une ressource solaire et éolienne très importante. Et de cette ressource solaire et éolienne, il va faire une ressource à l'équivalent des hydrocarbures qu'on trouve par ailleurs dans la région. Et cette ressource, c'est l'hydrogène. Au moment où l'hydrogène solaire a pris forme à travers certaines initiatives menées en Europe ou encore en Asie, la proximité du Maroc avec les marchés européens demeure, selon les experts, un atout idéal pour saisir les opportunités offertes par ce nouveau substitut énergétique. L'objectif en fait de la journée d'aujourd'hui à laquelle nous participons avec l'Institut Amadeus et avec l'Association française de l'hydrogène et de la pile à combustible, c'est de parler des possibilités en fait de produire de l'hydrogène au Maroc en partant de l'énergie solaire, en partant de l'énergie éolienne, et de pouvoir stocker cette énergie et l'exporter en Europe pour aller chercher le marché de la mobilité hydrogène qui est déjà opérationnel en Europe. En Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet de gestion intégrée de l'aire marine et côtière d'Abidjan-Asseni, le Centre ivoirien anti-pollution a initié un atelier de formation sur le processus d'identification des zones marines d'importance écologique et biologique pour les experts nationaux. L'objectif est de leur permettre de disposer de données fiables pour une bonne gestion de ces zones. Suivons notre reportage.
Préserver les écosystèmes et réduire les conflits d'usage. Voici l'objectif majeur de cet atelier. Durant 3 jours, des experts nationaux spécialisés dans les zones marines d'importance écologique et biologique sont réunis. Ils sont chargés de mettre en place un outil de planification spatiale de l'espace marin et côtier. Le projet bénéficie du soutien financier du ministère allemand de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Sûreté nucléaire et l'appui technique de la Convention d'Abidjan, ainsi que le centre d'expertise norvégien GRID à Rendal. Il s'agira dans un premier temps de pouvoir renforcer les capacités des États membres de la Convention d'Abidjan sur les outils de gestion intégrée des océans que sont le rapport sur l'état de l'environnement marin, le processus d'identification des zones marines d'importance écologique et biologique, ainsi que la planification spatiale marine. Renouer avec son image pendant un cancer et ainsi mieux vivre avec sa maladie, c'est le but de l'onco-esthétique. À Abidjan, 2 ans après l'inauguration du centre d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara, la première cabine d'onco-esthétique d'Afrique subsaharienne a été mise en place. Nous y avons fait un tour. On vous propose notre reportage. Entre 15 000 et 20 000 personnes sont touchées par le cancer chaque année en Côte d'Ivoire, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Pour lutter contre ce fléau, l'État ivoirien a créé plusieurs infrastructures sanitaires, parmi lesquels le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Et récemment, une cabine d'onco-esthétique a été inaugurée, première du genre en Afrique subsaharienne. L'onco-esthétique ne se limite pas à des soins de beauté, c'est une prise en charge globale et personnalisée de la personne, car les traitements contre le cancer s'accompagnent souvent d'effets secondaires, difficiles à vivre, d'autant plus qu'ils sont visibles. La Côte d'Ivoire offre à l'Afrique subsaharienne tout entière les 11 premières socio-esthéticiennes en cancérologie. Donc, qui sont esthéticiennes à la base et qui ont aujourd'hui une compétence en plus pour pouvoir régler les problèmes d'esthétique spécifiques à la cancérologie. Au Sénégal, les applications de covoiturage et de taxi à la demande sont de plus en plus présentes dans le pays, facilitant ainsi le déplacement de ses utilisateurs. Des changements d'habitude s'opèrent donc, une mutation globalement appréciée par les Sénégalais. Régis Moukila. À Dakar, les nouvelles technologies commencent à s'intéresser au secteur des transports. Les applications de convoiturage comme Taxi Boko changent les habitudes de certains Sénégalais qui les préfèrent à d'autres moyens de transport. Moi, j'ai déjà utilisé l'application, effectivement. Le premier ressenti que j'avais, c'est l'efficacité. L'efficacité qui était vraiment au rendez-vous. Et aussi, la prompteté. Quand on vous dit que c'était l'heure, c'était l'heure. Et c'était vraiment important pour moi. La principale différence, c'est la maîtrise du temps, en fait. On sait quand est-ce qu'on quitte, quand est-ce qu'on arrive. Le visage des transports sénégalais pourrait revêtir un tout autre décor avec l'arrivée probable de la compagnie de transport américaine Uber, qui mène actuellement une étude de marché à Dakar et Abidjan, une nouvelle plutôt bien accueillie par cet agent de parc automobile. Les Sénégalais n'ont pas encore la possibilité de mettre ça dans leur quotidien. Donc, puisqu'ils avaient l'habitude de prendre un taxi et faire du marchandage, donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Avec le temps, avec un bon support de communication, je pense que ça va être une bonne chose pour la population dakaroise. Le Nigeria, pays de 200 millions d'habitants, compte de nombreux cas de handicap divers. Près de 19 millions de personnes sont concernées. La société civile s'active pour les aider et c'est le cas du lycée de Kouchigoro dans la périphérie de la capitale Abuja où la seule élève à besoins spécifiques est prise en charge par l'établissement et par une organisation humanitaire. C'est un reportage de notre correspondant à Abuja, Ali Cabré. Comme tous les jours, Ladalo arrive au lycée de ce quartier de Kouchigoro à Abuja dans sa chaise roulante avec l'aide de sa sœur. Ses camarades de classe, les mêmes presque tout le temps, se portent volontaires pour l'aider à entrer dans sa classe. Ici, Ladalo se sent confortable et elle suit les cours normalement comme tous les élèves. Elle est la seule handicapée motrice du lycée. Ladalo ne se sent pas diminuée pour autant. Sa journée à l'école se passe normalement ou presque. Mon handicap ne gêne pas mes études. Je vais partout où je veux grâce à ma chaise roulante. Je vais au laboratoire et j'arrive à bien étudier. Il n'y a que les activités sportives que je ne pratique pas ici. Je ne peux pas jouer au football ni courir et donc souvent je reste dans la classe.
Sur le même sujet, au Mali, ce sont des enfants malvoyants et bien d'autres en difficulté sociale qui font l'objet d'une attention particulière dans le pays, comme en témoigne ce reportage que vous allez voir. Il est signé Mohamed Danyoko. C'est au sein du seul établissement mixte du pays qui regroupe les enfants voyants et non-voyants que 4700 enfants, sous la direction de l'UNICEF, appelés enfants ambassadeurs, entament une sensibilisation communautaire sur l'importance de l'éducation avec pour objectif de ne laisser aucun enfant pour compte. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Ça nous montre la suffisance que chacun, à son niveau, est en train de penser aux enfants handicapés qui constituent une couche spéciale à protéger. Nous avons les mêmes capacités parce que tout ce que les autres élèves font là, nous pouvons faire ça aussi. Donc, c'est aussi, ça c'est aussi qu'un handicapé visuel, ça ne mérite pas d'être un mendiant, car il a aussi sa place dans la société. Lancée dans la mouvance des Journées internationales de la vue et celle de la jeune fille, cette campagne met un accent particulier sur la scolarisation des filles, plus particulièrement celles dans les zones de conflit du pays. On reste au Mali où, à l'instar de la communauté internationale, le pays a célébré la Journée internationale de la jeune fille. Le mariage précoce, les violences basées sur les genres et les mutilations génitales féminines étaient au cœur de cette célébration. On retrouve Mohamed Danyoko. Pour la 8e année consécutive, le Mali a célébré la Journée internationale de la jeune fille. L'objectif s'inscrit dans la même veine que celle des années précédentes, à savoir améliorer les conditions de la jeune fille au Mali, qui n'est pas des plus reluisantes. Il est temps que notre société arrête de considérer les filles comme plus aptes à être femmes au foyer qu'à affronter le monde actuel. Je suis optimiste parce que je vois que des actions sont déjà en cours par rapport aux organisations non gouvernementales qui, le matin comme le soir, sont là à œuvrer pour que l'égalité entre l'homme et la femme puisse être une réalité. Retour à Dakar, la capitale sénégalaise, où l'univers traditionnellement féminin dans certaines professions s'ouvre de plus en plus aux hommes. Esthéticiens, cuisiniers, ils sont nombreux aujourd'hui à rivaliser avec les femmes, mais aussi à militer pour l'égalité professionnelle, malgré les préjugés. Suivons ce reportage de Régis Moukila. Au marché central de Sandaga, à Dakar, ce petit salon de beauté très prisé par la gente féminine, soucieuse de soigner son image. Mais ici, c'est cet homme, Lai, spécialiste en manicure et pédicure, qui a la tâche de s'en occuper. Il exerce ce métier depuis 30 ans et au fil des décennies, le regard des gens a évolué. Il y a beaucoup de salons de beauté dans le marché, mais lui, il fait du bon travail. La raison pour laquelle je suis venue ici. Regardez comme je suis belle grâce à lui. Dans une société traditionnelle et conservatrice de certaines valeurs et où le taux de chômage se fait ressentir, Omar, la soixantaine dépassée derrière les fourneaux, il nourrit depuis 29 ans les habitants de la Médina. Ce travail me permet de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Ça m'évite surtout de rester à la maison et d'aller emprunter de l'argent au risque de m'endetter. Avec un taux de chômage de 15% en 2018, selon le dernier rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, les hommes sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des métiers jusqu'ici réservés aux femmes, faisant démentir les préjugés. Au salon du cheval d'El Jadida au Maroc, les races de chevaux sont mises en valeur et plusieurs hippophiles nous ont parlé de leur passion et de cet animal, symbole de tout un patrimoine marocain. Noa Bazir. L'organisation de cet événement met en lumière les multiples utilisations du cheval et met à l'honneur les races nationales, le barbe et arabe barbe. Pour nous, la promotion du cheval barbe est très importante du fait que ce cheval est maghrébin. Vous savez que c'est un cheval qu'on trouve dans le berceau, c'est le berceau des pays maghrébins, c'est l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Au fil des années, le salon du cheval d'El Jadida a acquis une notoriété internationale. Compte tenu de la diversité des activités qui y sont organisées, ce salon est un rendez-vous phare pour tous les passionnés du cheval. Sur le continent toujours, le Centre culturel marocain de Nouakchott a organisé une conférence sur le rôle des Aouiyat soufis dans le renforcement de la croyance religieuse. En marge de cette conférence, le centre a accueilli une exposition d'art sur la calligraphie, le récit d'Allah Benani. Le centre culturel a organisé un atelier artistique sur la calligraphie arabe et mettant en valeur des tableaux expressifs des participants à l'atelier.
Ces fresques ont transporté les invités vers une époque façonnée par la splendeur de la calligraphie en particulier et l'art arabo-musulman en général. Les gens ne font plus usage de leurs mains pour écrire. Maintenant, il y a les ordinateurs, les téléphones portables, la messagerie instantanée. Il faut renouer avec la calligraphie. C'est d'ailleurs le but de cette exposition. C'est important de retourner aux sources. Le Centre culturel marocain de Nouakchott permet aux Mauritaniens de rester attachés à la culture arabe à travers des conférences et des galeries organisées ici de manière hebdomadaire. Cette année, le centre a commencé à accueillir des ateliers sur les beaux-arts et le théâtre et compte aussi mettre en place un conservatoire de musique pour les mélomanes. Direction Marrakech à présent pour revenir sur l'inauguration officielle mardi dernier de l'International Golf Travel Market. Les plus grands acteurs mondiaux du secteur golfique et des professionnels du tourisme de golf y ont pris part. Se déroulant chaque année dans une destination différente, cet événement est le seul salon global des professionnels du voyage golfique et représente le rendez-vous le plus attendu par toute la profession. Au menu de ce salon figuraient des rencontres B2B et des conférences, sans oublier bien sûr un tournoi de golf. On écoute Adel El Fakir, directeur général de l'Office national marocain du tourisme. Aujourd'hui, la présence de l'IGTM, qui est le Salon international du golf, est une véritable opportunité pour le Maroc de mettre en avant son offre touristique et golfique à travers la richesse patrimoniale d'abord de l'offre marocaine qui est d'abord culturelle, à travers la qualité de l'accueil des Marocains, à travers la nature qu'offre le Maroc comme paysage, comme site naturel, à travers aussi la connectivité aérienne et surtout aussi en ce qui concerne le golf, à travers la richesse et la force de l'offre golfique marocaine. On a plus de 40 golfs à travers l'ensemble des régions du Maroc qui vont de Saïdia à Dakhla en passant par Tanger. Abordons la deuxième partie de notre magazine avec Africa Tech, le rendez-vous de la technologie sur Medi 1 TV Afrique. L'industrie 4.0 ou la quatrième révolution industrielle est en marche. Elle accueille en son sein, entre autres, des secteurs tels que l'intelligence artificielle, l'impression 3D ou encore la réalité virtuelle. Aujourd'hui, pour acquérir des connaissances dans ce domaine, la plupart des étudiants africains vont à l'étranger. Cependant, des centres de formation spécialisés commencent à faire leur apparition sur le continent. Nos équipes sont allées donc dans l'un de ces centres à Dakar pour voir comment la jeunesse africaine s'approprie ces nouvelles technologies. Suivons le reportage d'Alison Lekogo. D'origine ivoirienne, Fabrice souhaite acquérir des compétences approfondies en intelligence artificielle. Pour lui, c'est un atout pour évoluer dans l'univers très lucratif de la finance technologique, en nette progression sur le continent. Dans la FinTech, en train de développer des solutions innovantes qui vont tenir compte de nos réalités, de notre diversité culturelle et de notre environnement africain. Voilà, donc développer des solutions qui vont permettre à toute personne, qu'elle soit dans son champ, au village, dans les milieux ruraux, d'accéder plus facilement aux services bancaires, aux services financiers. Aruna, lui, a choisi d'étudier l'intelligence artificielle pour l'appliquer dans le domaine informatique et ainsi développer des applications plus performantes. Il est guinéen et travaille déjà dans une entreprise technologique de son pays. Il est ici en formation intensive. En fait, j'ai remarqué qu'avec le travail que je faisais, on développait des applications, mais on a vu que en fait, les clients, ceux qui utilisent ces applications deviennent de plus en plus exigeants. Donc ils ont besoin en termes d'expérience utilisateur. Et il y a de plus en plus de quantité de données qui arrivent. Donc il faut trouver un moyen pour pouvoir traiter rapidement ces données pour que les clients puissent avoir une réponse rapidement. Elena, elle, est allemande. Elle est la seule fille sur les 10 étudiants que compte la formation. Et avant l'intelligence artificielle, elle étudiait une toute autre matière, la philosophie. La technologie, la data science, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est incontournable, n'importe ce qu'on fait. Donc, pour moi, je savais bien que ça serait quelque chose pour moi. J'avais envie de le faire, de l'apprendre. Actuellement, en Afrique, peu d'établissements proposent des formations en intelligence artificielle.
Ce sont pour la majorité des programmes courts réservés aux professionnels. Néanmoins, il existe des formations de base au Maroc, au Rwanda, au Ghana ou encore en Afrique du Sud. Et dès l'année prochaine, cette école de Dakar délivrera des diplômes de master. Un peu partout à Dakar, des espaces verts sont aménagés dans les quartiers et autres cités. Une façon de créer des aires de détente et de jeu pour les populations, mais aussi pour une meilleure santé des habitants de ces localités, vu l'importance de l'arbre. L'objectif est de rendre à Dakar sa nature verte qu'on lui connaissait. Dans ce combat, un homme se distingue. Nous vous proposons de découvrir son portrait dans ce extrait du reportage de Daouda Sow et Oumba Youndir, diffusé dans Croissance Verte, notre émission consacrée à l'environnement. Lui, c'est le capitaine John des Eaux et Forêts. Ces journées, il les passe au service de l'arbre, à conseiller, sensibiliser, orienter, reboiser. En ce qui concerne Dakar, la particularité, c'est un constat réel, il n'y a pas suffisamment d'arbres. Et je me suis donné comme objectif de faire le maximum pour produire au niveau de la pépinière le maximum d'arbres pour donner aux populations. Autre chose maintenant, c'est de descendre et de les accompagner. D'ailleurs, c'est à l'école élémentaire Amadou Ibrahima Seck de Dieuppeul que nous l'avons retrouvé. Sur place, comme au quotidien, il est venu initier les jeunes apprenants au reboisement. De forts moments d'activité, d'écoute, de partage avec des élèves tout excités. Les trois, vous vous approchez, les trois. Soukoulène. Voilà. L'homme, au-delà de la mission régalienne que représente pour lui le reboisement, est un passionné de la nature, fils de cultivateur. Cela a d'ailleurs joué dans le choix de sa vocation actuelle. Ce qu'on m'a appris par rapport à ma religion, j'ai vu que mieux vaut passer sa vie à planter des arbres, avoir la bénédiction du Tout-Puissant, ici au niveau de l'au-delà. Et ça, c'est dit dans le Coran. Passez votre temps à planter. Le prophète a dit que si à votre dernier souffle, vous pouvez planter un arbre, faites-le. Corps professoral comme administratif sont tous mobilisés pour l'activité. Le maître des lieux salue l'initiative du capitaine. Dans cette école primaire, où les élèves sont sensibilisés à l'importance de l'arbre. Il y a seulement la plantation qu'on a fait avec les élèves, qui ont appris beaucoup de choses en plantant. C'était des leçons. Ensuite, les plantes sont protégées et qu'on a responsabilisé non seulement chaque maître et les élèves de cette classe pour entretenir les arbres. Terminons avec l'extrait d'un focus sur les tissus traditionnels revalorisés au Mali. Mohamed Danyokou a rencontré quelques acteurs de ces secteurs en vogue dans la capitale malienne. Suivons son reportage. Depuis un certain temps, plane sur la capitale malienne, Bamako, comme un air de nostalgie. Le tissu traditionnel, jadis réservé aux cérémonies de mariage, de baptême et porté par des personnes âgées, on le vend en poupe. Qu'il s'agisse du borolan, le créton et les pagnes tissées, ils sont désormais visibles à la vitrine des plus grandes enseignes et portés par les plus jeunes. Un souffle nouveau qui n'est pas pour déplaire aux artisans du secteur qui longtemps ont espéré ce moment. Depuis longtemps, les artisans se sont mis ensemble, en particulier les couturiers, pour élaborer des stratégies de mise en valeur de nos tissus traditionnels. Les autorités ont d'ailleurs pris l'engagement de se vêtir de nos tenues traditionnelles une fois par mois en Conseil des ministres. D'ores et déjà, nous avons des commandes dans ce sens sur lesquelles nous travaillons. Grâce à leur créativité, les artisans mettent en valeur les pagnes tissées et les borolans à la foire de la commune 4 du district de Bamako. Dans leur stand, ils nous plongent dans l'histoire de ces tissus et son apport à l'économie nationale. C'est du créton plus du borolan, dont j'ai essayé d'ajouter ma petite touche là-dessus. Ça aussi, c'est 100% artisanal. Tout est fait main. Maintenant, les clients commencent à l'apprécier parce que c'est 100% naturel et puis c'est 100% consommé malien. On peut porter pour aller partout. On a même des amis qui se sont mariés dernièrement. Ils ont pris du créton et du borolan pour faire leur robe de mariée. Et le mari aussi a fait son costume avec.
C'est pour se faire accepter par une clientèle relativement jeune et tenir la dragée haute face au bassin roi, il a fallu pour les acteurs multiplier de stratégies et d'initiatives, moderniser les coupes, réduire les coûts et mener une campagne de communication accrue, notamment sur les réseaux sociaux. Le défi aujourd'hui est d'aller au-delà du phénomène de mode actuel pour définitivement installer les tissus traditionnels dans les habitudes vestimentaires des Maliens. C'est ainsi que prend fin votre émission L'Afrique en mouvement. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique. À très bientôt.